Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir Maxime Meyer. Bonsoir Nicole, bonsoir à tous. Merci de nous retrouver sur France 3 Champagne-Ardenne pour cette soirée exceptionnelle de débat consacrée au second tour des élections législatives dans notre région. Une soirée que nous vous proposons en partenariat avec France Bleu Champagne-Ardenne. Le premier tour des législatives a eu lieu dimanche dernier, vous le savez, et vous avez été nombreux à vous mobiliser. Le taux de participation a atteint 66,2% en Champagne-Ardenne. C'est 19 points de mieux qu'aux dernières législatives de 2022. Et ce premier tour a déjà permis à 2 candidats d'être élus dès dimanche, 2 élus du Rassemblement national, avec d'abord en Haute-Marne, dans la 2e circonscription, Laurence Robert Dehaut, et ensuite dans la 1re circonscription de l'Aube, avec la victoire de Jordan Guiton. Il reste donc 11 circonscriptions en Champagne-Ardenne concernées par ce 2e tour. Je vous précise que nous avons sollicité de nombreux candidats pour participer à cette soirée de débat. Beaucoup ont décliné notre invitation, rendant impossible la tenue de certains débats, notamment dans le sud de la région, dans l'Aube ou en Haute-Marne. Revenons donc maintenant au programme de cette soirée avec dans 45 minutes un débat sur la 1re circonscription des Ardennes. Il s'agit du territoire situé au sud et à l'ouest du département entre Charleville-Mézières et le Rethel-Lois. Et sans plus tarder, place au premier débat consacré à la 4e circonscription de la Marne où se joue un duel entre Lise Magnier, députée sortante Horizon. Bonsoir Lise Magnier. Bonsoir. Pourquoi vous y retournez ? Pour continuer mon action au service de la circonscription et au service de la France, évidemment. Et donc, Achille Biziot du Rassemblement national, bonsoir. Bonsoir. Et qu'est-ce qui vous plaît dans le rôle de député ? J'envisage, en tant que député, si les électeurs de la 4e circonscription me font confiance, de porter leur voix à l'Assemblée nationale afin d'améliorer leurs conditions de vie, d'abord sur le pouvoir d'achat, ensuite sur la sécurité et ensuite sur l'accès aux soins. On va revenir sur tout ça, mais pour que nos téléspectateurs situent bien le contexte de cette élection, je vous propose un petit portrait de la 4e circonscription que nous dresse Mélanie Cousin. Lise Magnier, députée sortante Horizon de la majorité présidentielle, est bousculée par Achille Biziot du Rassemblement national. Nouveau venu sur le territoire, il s'impose avec 42,8% des voix contre 31 pour la députée sortante élue depuis 2017. Maxence Laurent, du Nouveau Front Populaire, termine à la 3e place. Les 3 autres candidats à se présenter sont loin derrière. Mobilisation record dans la 4e circonscription de la Marne, 64,82% de participation contre 45 en 2022. Cette zone regroupe la ville de Châlons en Champagne, Sainte-Menou, Bennes-Noroy, Suippes et d'autres petites communes du nord-est du département. La députée sortante, candidate à sa réélection, va donc devoir rattraper son retard pour ce second tour, une situation qu'elle va tenter de contrer en faisant une campagne de terrain. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. On sait que votre temps est compté, vous êtes en pleine campagne et la campagne est courte. Alors Lise Magnier, vous êtes députée sortante Horizon, élue pour la première fois en 2017 et vous êtes candidate de la majorité présidentielle. Vous voulez dire quelques mots pour vous présenter un peu plus finement là pour nos téléspectateurs ? Effectivement, j'ai l'honneur d'être la députée de notre circonscription depuis 7 ans maintenant et j'agis au quotidien pour améliorer la vie de nos concitoyens qui d'ailleurs ce soir découvrent donc leur candidat Rassemblement national qui n'a pas daigné mettre sa photo sur l'affiche et qui n'a même pas signé sa propre profession de foi. Je crois que quand on se présente à une élection, on doit faire preuve d'honnêteté et de transparence et donc évidemment, se présenter soi-même à une élection, c'est important, je crois. Alors, je vais vous présenter déjà Achille Biziot. Vous êtes candidat du Rassemblement national et c'est votre première candidature. Vous êtes conseiller aux affaires sociales pour le Rassemblement national. Donc, vous n'avez pas fait campagne vraiment physiquement, on ne vous a pas vu, on ne vous connaît pas ? Si, tout à fait. J'ai tout à fait fait campagne. Il apparaît que la députée sortante et la volonté de diviser les Français et d'abord de diviser la dynamique qu'il y a entre les différents candidats. Toujours est-il que cela fait 3 semaines que je suis évidemment sur le terrain dans notre belle circonscription et je crois qu'il est important aujourd'hui de former une union nationale autour de Jordan Bardella, de lui permettre d'avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et c'est par ce biais-là que nous pourrons défendre demain l'intérêt général. Il faut rappeler que la députée sortante, Lise Magnier, fait écho à Emmanuel Macron, qu'elle a soutenu pendant 7 ans maintenant. Elle est comptable également de son bilan. Et je crois qu'il faut mettre les points sur les i.
Pourquoi cette circonscription ? Pourquoi ici ? Pourquoi cette circonscription ? Tout simplement puisque j'y habite depuis 2 ans. Dès que j'ai terminé mes études, j'ai décidé de m'y installer avec ma compagne. On a acheté un appartement il y a 1 an et demi à Châlons et nous envisageons de fonder notre famille dans cette circonscription. Et du coup, c'était tout à fait naturel d'obtenir le soutien de la part de Jordan Bardella et de Marine Le Pen ici, dans la Marne. Vous, Lise Magnier, c'est vraiment en tant que candidate de terrain depuis longtemps, installée sur ce territoire, voilà, pour faire la différence, c'est ça qui vous démarque ? Oui, je pense qu'effectivement, j'ai à mon actif un bilan positif au service du territoire et des habitants de la circonscription. Et à nouveau, évidemment, j'entends que M. Biziot n'ait pas de bilan à présenter, mais si on fait le bilan de ce qui s'est passé sur ces 3 dernières semaines en tant que candidat à l'élection et donc pour aller convaincre les électeurs et leur demander de nous accorder leur confiance, je crois qu'il est important d'abord de s'exprimer par soi-même et jamais par la voix de quelqu'un d'autre. Et puis, c'est bien de parler de la circonscription aujourd'hui, mais pas un mot sur la circonscription de votre engagement en tant que candidat, dans votre profession de foi, dans le document électoral que vous avez adressé aux électeurs. Il n'y a pas un seul mot sur la 4e circonscription de la Marne. C'est bien d'en parler aujourd'hui, c'est peut-être un peu tard. Alors, avant de reprendre le débat, on va peut-être revenir sur les résultats du premier tour et on va voir qu'il y a quand même pratiquement 12 points qui vous séparent. Donc, qu'est-ce qui n'a pas été compris, qu'est-ce qui n'a pas été réussi ? Achille Biziot, déjà, vous êtes donc arrivé en tête, largement en tête, avec près de 43%, 42,8% des suffrages. C'est un chiffre que vous espériez ? C'est un chiffre qui est dans la même veine que celui que nous avions obtenu en fait dans le cadre des élections européennes et je crois que les Marnais ont envie de donner à Jordan Bardella une majorité absolue. J'observe du coup que du côté des macronistes, il y a une surabondance de taxes, d'impôts et toujours moins de services publics. C'est un désaveu que nous formons aujourd'hui dans cette politique-là. Il apparaît que Lise Magnier ne s'est jamais opposée aux fermetures de lits, que ce soit au centre hospitalier de Châlons-en-Champagne ou du centre hospitalier de Bargogne. Sur la question des programmes. Je termine tout à fait là-dessus, je vous remercie. Et de ce point de vue-là, c'est plus de 50 fermetures de lits. Et donc, quand on observe la candidate sortante qui indique qu'elle a un bilan positif, non, il n'y a pas qu'un bilan positif. Et je prendrai un autre exemple, et je vous laisserai reprendre la main ensuite, c'est sur la facture d'électricité. On observe que depuis 2 ans, la facture d'électricité a augmenté de 45%. Demain, avec Jordan Bardella, nous sommes prêts à diminuer la facture du coup des Marnais de 30 à 40%, et nous pourrons revenir sur les modalités pratiques qui le permettront. Lise Magnier, donc les factures d'électricité et puis la fermeture des lits aussi à l'hôpital. Oui, alors permettez-moi d'abord de rebondir. Je n'ai jamais été adhérente du parti En Marche. J'ai besoin de rétablir cette vérité, je crois, parce que c'est facile d'asséner des contre-vérités. Mais vous votez à 96% comme la majorité présidentielle à laquelle vous appartenez. On rappelle que vous êtes dans la majorité présidentielle, mais vous appartenez à Horizon. J'ai suivi Édouard Philippe lorsqu'il est devenu Premier ministre. Nous étions alors issus de la même famille politique et il me semblait totalement légitime de l'accompagner dans son rôle de Premier ministre. Et il a été un très bon Premier ministre pour notre pays. Sur la question des lits d'hôpitaux, là aussi, vous pouvez asséner des contre-vérités et faire peur aux Français. Ce sont les chiffres du ministère de la Santé qui sont disponibles sur data.gouv. Mais vous voyez, la responsabilité d'un élu, ce n'est pas d'avoir des idées simples et d'asséner des phrases courtes. C'est d'essayer d'expliquer des faits aux Français. Alors effectivement, oui, il y a eu des fermetures de lits dans les hôpitaux français. C'est bien de le reconnaître. Oui, mais voilà. Laissez-moi juste développer mon propos. Ces fermetures de lits, elles sont liées, vous le savez parfaitement, à plusieurs phénomènes. Le premier phénomène, c'est que nous avons, depuis 30 ans, effectivement, fait le choix d'accompagner la volonté des Français sur une hospitalisation à domicile. Et donc, quand vous dites qu'il y a effectivement des fermetures de lits à l'hôpital, dites aussi qu'il y a 29 000 ouvertures de lits en ambulatoire. Dites-le aussi. Il faut dire les choses dans leur complétude. Parce qu'effectivement, les Français demandent plus d'hospitalisation à domicile, demandent à passer moins de temps à l'hôpital pour pouvoir guérir mieux et guérir chez soi. Et je pense que c'est important. Dites aussi que la réduction du nombre de lits à l'hôpital est liée à un transfert de lits entre ce qu'on appelait à l'époque les unités de soins longue durée vers les EHPAD. Je crois que nos aînés sont mieux accompagnés lorsqu'ils sont soignés effectivement dans les EHPAD. Ils passent à l'hôpital quand ils en ont
ont besoin, mais ils n'ont pas vocation à y rester sur un long terme. Et donc, effectivement, il y a eu un transfert de lits. Troisième raison sur ces fermetures de lits, vous avez raison de le dire, c'est aussi, effectivement, qu'on manque de bras dans nos hôpitaux. C'est le cas. Mais vous pouvez essayer de dire que tout ça est dû depuis 7 ans. Mais vous mentez quand vous dites ça. Tout ça est lié, effectivement. Vous tenez un propos qui est erroné en la matière. Je vais revenir sur les différents points pour répondre du coup à votre propos. Tout d'abord, sur les fermetures de lits, pour prendre l'exemple de Châlons-en-Champagne, il y en a eu plus de 50 de fermés. Avec le Rassemblement national au pouvoir demain... Avec 2 hôpitaux peut-être, un à Châlons, un à Sainte-Menehould. Je ne compte que les fermetures de lits, là dans mon exemple, en l'occurrence, sur le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, d'après les chiffres du ministère de la Santé. Précisément sur ce sujet-là, demain avec le Rassemblement national au pouvoir, eh bien, nous déciderons de faire un moratoire sur la fermeture des lits d'hôpitaux de manière à y mettre définitivement un terme, puisque ça pose des problèmes extrêmement concrets du point de vue de l'hospitalisation, de la prise en charge chirurgicale de nos aînés ou de nos enfants. Mais ce sont des manques ou est-ce que ce sont de nouvelles pratiques médicales? Et justement, j'ai prévu de poursuivre sur ce sujet-là. Quand nous regardons les chiffres dans la Marne, nous observons qu'il y a moins d'infirmiers dans la 4e circonscription de la Marne qu'il n'y en a à l'échelle nationale. Donc, vous pouvez parler de l'hospitalisation à domicile qui est fondamentale, qui est souhaitée par un certain nombre de Français. En revanche, il faut noter qu'il faut mettre, les bouchées doubles avec une formation accentuée pour bénéficier à davantage d'infirmiers, de bénéficier de cette formation. Plus d'infirmiers vers cette formation. Il faut renforcer les capacités d'accueil en réalité dans les instituts qui permettent de former. Les instituts sont pleins. Qui permettent de former les infirmiers. Ou ça manque de candidats. Il y a par ailleurs d'autres sujets. C'est comme la levée totale du numerus apertus. On observe du coup que Lise Magnier s'est opposée à la levée totale du numerus apertus. Aujourd'hui, pour former des étudiants en médecine et de façon générale des professionnels de santé... Peut-être répondre sur ce point, Lise Magnier. Je n'ai pas terminé mon propos, donc ça constitue un réel problème, Mme Magnier parlait précisément des EHPAD, et je n'ai pas eu le temps de développer le numerus apertus, c'est le nombre d'élèves médecins formés, c'est ça? Tout à fait. Et sur le numerus apertus, aujourd'hui, il y a 2 critères qui permettent de le constituer, les besoins de santé du territoire et les capacités d'accueil de formation dans les universités. Le Rassemblement national a souhaité proposer la suppression du second critère qui empêche en réalité la tenue et la prise en compte exclusive des besoins de santé du territoire. Madame Magnier s'y est opposée, c'est un fait. Enfin, donc vous revenez sur la liberté des universités? Je ne reviens absolument pas sur la liberté des universités. La liberté académique des enseignants est une chose. En revanche, quand il faut former suffisamment pour permettre à davantage de patients d'être soignés, oui, c'est un choix que fait le Rassemblement national. Et je tiens à noter aussi un point sur les EHPAD. Nous avons proposé à la représentation nationale, la création d'un droit de visite pour les parlementaires des EHPAD. Et le fait est que la majorité macroniste à laquelle vous appartenez s'y est opposée. De quoi s'agissait-il exactement, un droit de visite? Un droit de visite des EHPAD permet pour les parlementaires de s'assurer que les conditions dans lesquelles les résidents sont correctement satisfaites. En faisant des visites surprises, si j'ose dire. Des visites, qu'elles soient surprises ou organisées. Les deux sont tout à fait envisageables. Je me permets, mais le parallèle est intéressant. Aujourd'hui, les parlementaires ont effectivement un droit de visite de ce qu'on appelle les lieux de privation de liberté. Et donc, M. Bizot fait le parallèle entre les lieux de privation de liberté et les EHPAD. Je trouve ça très intéressant, effectivement. Non, absolument pas. Mais vous observez qu'il y a eu un certain nombre de scandales, notamment avec Orpea, et avec une mauvaise prise en charge de nos aînés. Et vous savez, M. Bizot, moi je suis député depuis 7 ans et j'ai visité l'ensemble des EHPAD de ma circonscription. Je l'ai fait. Pourquoi voulez-vous créer un droit? Il suffit de se présenter, d'appeler gentiment et d'aller et de se rendre sur le terrain. Vous pouvez décréter par la loi quelque chose. Si vous ne l'utilisez pas après, il n'y a pas besoin de passer par la loi, M. Bizot. Aujourd'hui, moi, je vous le dis, en tant que député depuis 7 ans, j'ai pu visiter l'intégralité des EHPAD privés, publics ou associatifs à but non lucratif de la circonscription. Oui, mais donc faites des propositions qui soient utiles. La visite ne se suffit pas elle-même. Il y a une question de taux d'encadrement, de qualité d'accueil, et l'ensemble de ces éléments-là, aujourd'hui, ne sont pas des indicateurs qui sont obligatoires dans la loi, et précisément, le législateur a vocation à légiférer pour, créer cette solidarité nationale. Et donc, vous me dites que vous avez visité, très bien, mais visiter ne suffit pas. Pour améliorer les conditions dans lesquelles vivent l'ensemble des résidents, je crois qu'il faut
par Achille ailleurs... Bizio, on va peut-être finir sur ce sujet, parce que de toute façon, on ne vous mettra pas d'accord. Autre point abordé, autre dossier abordé, le dossier de l'énergie. Oui. Donc, justement, alors là, donc, comment on fait ? Est-ce qu'on a fait suffisamment pour contrôler les factures d'énergie ? En tant que membre de la commission des finances à l'Assemblée nationale, j'ai effectivement voté en faveur du bouclier tarifaire, ce qu'on a appelé le bouclier tarifaire, pour protéger nos concitoyens de la hausse de l'électricité et du gaz. Concrètement, ça protège comment, le bouclier tarifaire ? Concrètement, en fait, c'est l'État qui prend directement à sa charge l'augmentation des coûts d'approvisionnement de l'électricité et du gaz. Vous le savez, dans le cadre de la crise et du conflit entre la Russie et l'Ukraine, l'approvisionnement a été mis à mal et il nous a fallu aller chercher d'autres marchés de fourniture. Quand vous êtes effectivement dans l'urgence, vous êtes moins en capacité de négocier les prix et donc il y a eu un renchérissement des coûts. Et ça a joué sur la facture ? Et donc, notre objectif, effectivement, à l'Assemblée nationale, a été de protéger les Français pour qu'ils n'aient pas, eux, à payer la totalité. C'est 37% qui a été pris en charge par l'État. C'est un coût quand même de plusieurs dizaines de milliards d'euros de dépenses publiques pour amortir cette augmentation des coûts de l'électricité et du gaz pour nos concitoyens. Et permettez-moi de rajouter qu'on ne s'est pas contenté de ça. On a aussi renforcé le dispositif du chèque énergie pour les plus fragiles, les plus précaires d'entre nous qui en ont largement besoin. Alors, Achille Bizio, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire davantage ? C'est ce que vous dites. Qu'aurait fallu-t-il faire et que proposez-vous ? Alors, effectivement, de manière générale, nous observons que les factures d'électricité ont augmenté de 45% en 2 ans. Le Rassemblement national tient à proposer, ce sera la première mesure que je prendrai demain si je suis élu député, eh bien, ce sera la baisse de la TVA de 20% à 5,5% sur les énergies, le carburant, l'électricité, le gaz, le fioul. Concrètement, cela signifie, je ne vous ai pas interrompu, Madame Meunier, ayez du coup la rectitude de me laisser terminer. Très concrètement, cela signifie que pour les Marnais, sur un plein de 50 litres de samplon 95, eh bien, ce sera 15 € d'économie. Et c'est très concret et c'est une mesure que je tiens à proposer pour l'ensemble des Marnais. L'Union européenne interdit de descendre le taux de TVA en dessous des 15% sur les carburants. Comment vous allez faire ? D'autres pays ont réussi à le faire dans le cadre de l'Union européenne. La Pologne notamment. Tout à fait, exactement. De façon temporaire. De façon temporaire. Et de toute façon, il y a aujourd'hui pour nous une obligation qui nous incombe en tant que législateurs de négocier avec Bruxelles de manière à augmenter sensiblement le pouvoir d'achat des Marnais. Je crois que c'est long, une négociation au niveau européen. Est-ce que vous pensez que ça peut être de façon urgente dans le portefeuille des Français ? Oui, tout à fait, parce qu'en réalité, il y a une question de volonté politique. Et c'est évident que les macronistes n'ont pas cette volonté politique. Avec le Rassemblement national au pouvoir, nous agirons vite et correctement. Et il y a un deuxième axe aussi qui est important à signifier, c'est qu'aujourd'hui, le prix de l'électricité est basé sur un prix européen de l'électricité. Et pour ce faire, le Rassemblement national entend obtenir une dérogation de manière à ce que le coût de production français de l'électricité soit le coût réellement payé par l'ensemble des Marnais. Et donc, ce serait 30 à 40% d'économies réalisées sur la facture. Une fois de plus, sur le pouvoir d'achat, ce serait une excellente nouvelle. Lise je vais réagir. Oui, excusez-moi, je vais réagir parce que sur la baisse de la... Est-ce qu'on pourrait contrôler au niveau européen la baisse de la TVA, par exemple ? Alors, effectivement, ça a été rappelé au niveau des règles qui nous incombent de l'Union européenne. L'abaissement du taux de TVA ne serait évidemment pas autorisé. Et puis, je veux dire que d'autres ont essayé la baisse de la TVA pour rendre du pouvoir d'achat aux Français. Je citerai Jacques Chirac, souvenez-vous, qui avait baissé le taux de TVA dans la restauration pour rendre du pouvoir d'achat. Aucun Français n'a vu la différence sur l'addition. Et donc, vous voulez baisser des taux de TVA, et donc vous voulez juste renchérir les fournisseurs, les énergéticiens et les pétroliers. Quelle garantie, effectivement, vous avez que vous n'avez cette aucune baisse garantie que ça s'appliquera directement sur la facture. Pour les portefeuilles des Français et pas dans le... Je peux juste terminer en expliquant que le Rassemblement national fait cette proposition dont ils savent très bien que de toute façon, elle ne pourrait pas se mettre en place. Et surtout qu'elle ne se traduirait pas concrètement sur la facture des Français. Et puis, certains disent on n'a pas essayé, d'autres ont essayé. Giorgia Meloni avait pris cet engagement et elle ne l'a pas tenu. Elle a reculé sur cet engagement. Donc, il faut s'attendre à ce que le Rassemblement national recule à son tour.
Vous pensez que nous allons reculer, mais en réalité, c'est tout le contraire. Nous appliquerons réellement la politique pour laquelle les Français nous auront élus. Alors, vous me demandiez dans quel cadre cela pourrait s'inscrire. Évidemment, le cadre légal doit faire en sorte que les énergéticiens, pardonnez-moi, ne puissent pas bénéficier de cette manne-là, de manière à ce qu'elle se répercute directement sur l'utilisateur. Et c'est très simple à mettre en œuvre, mais encore faut-il de la volonté politique. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qui manque dans notre pays. Cela fait 7 ans qu'il n'y a plus de volonté politique. Et si du moins il y en a une, eh bien, c'est celle de la destruction de la France. Au contraire, je suis un candidat patriote et j'envisage du coup de donner tout mon engagement, tout mon temps, tout mon investissement afin de défendre du coup notre département à l'Assemblée nationale et évidemment du coup de relever le pouvoir d'achat des Français. Lise Magnier, vous l'avez dit, donc vous êtes députée depuis 2017. Quels sont les dossiers, les projets pour lesquels vous avez voté et dont vous êtes la plus fière, si j'ose dire? Et est-ce qu'il y a certaines lois pour lesquelles vous avez refusé de voter? Alors, les lois dont je suis le plus fière, c'est certainement des lois dont nos concitoyens n'ont pas toujours entendu parler, parce que c'est vrai qu'on a vu aussi à la télé beaucoup d'images de l'Assemblée nationale qui dysfonctionnaient, d'un hémicycle bruyant et qui bougeait très fort. En réalité, on a réussi à travailler depuis 2022, entre 2017 et 2022, mais depuis 2022, nous avons aussi continué notre travail parlementaire. Je crois que c'est important de le dire, que l'Assemblée nationale continuait effectivement son travail. Peut-être une loi à laquelle je voudrais me référer parce qu'elle m'a touchée personnellement. C'est une loi qui est venue revoir les métiers accessibles à nos concitoyens atteints de diabète. Et cette loi, on l'a rédigée parce qu'on a été sollicité par un jeune adolescent qui était lui-même atteint de diabète et qui est venu nous trouver en disant « Mais vous vous rendez compte, aujourd'hui en France, en 2020, alors que la médecine a complètement évolué et que les techniques ont complètement évolué, je serais potentiellement privé du choix de mon avenir. » Et donc, on a pris en compte effectivement la demande de ce jeune homme que je salue et on a fait évoluer la loi. Parce que pour moi, le rôle de parlementaire, c'est ça. C'est vraiment d'être en contact avec les concitoyens pour pouvoir porter aussi leurs attentes à l'Assemblée nationale. C'est pas le tout de dérouler un programme national qu'on n'a pas écrit, c'est aussi être en capacité de se nourrir de ce que nos concitoyens nous apportent. Je pourrais en citer beaucoup d'autres. On a créé, par exemple, je suis co-auteur de la proposition de loi qui est venue créer le statut des proches aidants. Jusqu'alors, un citoyen français qui avait à charge l'un de ses proches, que ce soit un parent aîné malade ou un enfant aussi en situation de maladie grave, ne bénéficiait finalement d'aucune reconnaissance de la nation, de la société. Nous avons donc créé ce statut de proche aidant. Ça leur ouvre des droits et on est quelque part allé au bout parce que dans le cadre de la réforme des retraites, on leur a aussi ouvert des droits grâce à ce statut de proche aidant. Je crois que c'est important. Voilà, d'autres loi effectivement peut-être plus importante, une que l'on a adoptée il y a quelques mois maintenant, c'est l'accélération de la production des énergies renouvelables. Je crois que c'est majeur dans notre pays. On parle beaucoup de souveraineté énergétique. C'est un vrai aspect parce qu'on accompagne aussi la décarbonation de l'industrie. Achille Bizio, est-ce qu'il y a aussi de votre côté des projets, des lois qui pourraient vous tenir à cœur en cas d'élection ? Évidemment, deux textes en particulier que Lise Magnier a refusé d'adopter déjà parce qu'elle était absente et parce que son groupe politique s'y opposait. C'est d'abord la suspension des allocations familiales aux parents d'enfants délinquants, puisque nous considérons qu'aujourd'hui, il y a un enjeu de sécurité majeur dans notre pays et qu'il faut responsabiliser davantage les parents. D'autre part, c'est un autre sujet qui concerne la santé, puisqu'effectivement, la meilleure prise en compte des personnes en situation diabétique, des personnes en situation de maladie cardiovasculaire est fondamentale, puisqu'on a une augmentation extrêmement importante ces dernières années qui met en tension la pérennité de notre modèle social. Et sur le sujet de la santé, effectivement, notre groupe politique avait défendu à l'Assemblée nationale une proposition de loi qui visait à reconnaître l'endométriose comme affection de longue durée. Cette reconnaissance-là... C'est une maladie qui touche les femmes, peut-être en quelques mots. Exactement. C'est une maladie qui touche 1,5 à 2,5 millions de femmes aujourd'hui dans notre pays. Ce que
le Rassemblement national a proposé, eh bien, c'était la prise en charge intégrale des soins afférents du coup à l'endométriose, et Élise Magnier s'y est opposée. Alors, c'est facile de tenir des grands discours, mais derrière, il en va de la question des droits des femmes. Et d'ailleurs, l'un des premiers textes que nous défendrons à l'Assemblée nationale, ce sera de reconnaître l'endométriose comme affection de longue durée, et non pas avec un caractère facultatif comme ça pourrait être le cas aujourd'hui. Lise Magnier, vous ne respectez pas le droit des femmes ? Pardon, sur l'endométriose. Monsieur Biziot, sachez que vous vous adressez à la députée sortante qui a prononcé quasiment pour la première fois le mot endométriose dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale lors d'une question au gouvernement. Encore faut-il voter les textes qui vont dans le sens des femmes. Je vais dérouler mon propos. Effectivement, le groupe du Rassemblement national a déposé une proposition de loi relative à l'endométriose. Je ne sais pas si c'est vous l'auteur de cette proposition de loi compte tenu de vos fonctions professionnelles. Donc responsable, on le rappelle, responsable des affaires sociales au Rassemblement national. Mais là aussi, il faut arrêter de mentir aux gens. L'endométriose est un sujet sérieux. C'est une maladie qui touche une femme sur 10 dans notre pays et qui entraîne de vraies difficultés, notamment en termes de fertilité chez les jeunes femmes. La proposition de loi qu'évoque M. Biziot, d'abord, j'ai pas voté contre, elle a été retirée dans l'hémicycle. Votre groupe politique s'est opposé à l'article 1 qui permettait la prise en charge à hauteur de 100%. Et c'est pour cette raison-là que, compte tenu que la majorité macroniste s'y opposait, que ce texte a été retiré. Pourquoi est-ce que, effectivement, nous nous sommes opposés à la reconnaissance de ce que vous dites, l'ALD30, donc affection de longue durée? Il y a plusieurs catégories, parce qu'en fait, l'endométriose, il n'y a pas une endométriose, Monsieur Biziot. Il y a 5 types d'endométriose et pas 5 stades comme vous avez pu l'écrire. Vous parlez d'une maladie que vous ne connaissez pas. Et donc l'endométriose, il n'y a pas une seule... Vous êtes d'une mauvaise foi qui est quand même assez terrible, avec une capacité de jugement qui est tout à fait préoccupante. Pas du tout. Il n'y a pas 5 stades d'endométriose. Ce sera bien. Vérifiez les écrits de votre groupe. Je vous le dis, cette maladie ne comporte pas 5 stades, mais 3 type. C'est pas tout à fait la même chose. Mais le seul sujet, c'est la prise en charge à 100% pour les frais afférents à l'endométriose. C'est pas autre chose. Oui, mais quand on parle d'un sujet, c'est bien de le maîtriser. Mais tout à fait. Et c'est tout à fait ce que nous avons fait. Et je vous renvoie au très bon rapport d'Emmanuel Taché de la Pagerie, député Rassemblement National, qui avait défendu ce texte-là en hémicycle. Pourquoi ne pas avoir voté cet ALD et ce Parce qu'il n'y a pas une 100%. seule forme d'endométriose, qu'aujourd'hui, les femmes qui sont atteintes de cette maladie sont accompagnés par leur gynécologue et leur médecin généraliste. Et que sans prise en charge à 100%. Sans ce parcours de soins, ce parcours de soins, évidemment que le médecin généraliste peut parfaitement reconnaître, selon la typologie de la maladie, une affection longue durée entièrement prise en charge par la sécurité sociale. Ce qui concerne 15 000 femmes atteintes d'endométriose aujourd'hui dans notre pays, alors qu'il y a 1,5 à 2,5 millions de femmes atteintes par l'endométriose. D'où la stratégie nationale que nous avons appelée de nos voeux et qui est mise en place de formation des soignants sur cette maladie. Le vrai sujet, il est là. Il est de la formation des soignants. On va arrêter sur ce sujet. Je ne crois pas que ce soit le sujet vraiment qui vous divise, en tout cas le plus emblématique qui vous divise. Il y a d'autres choses. Il y a la loi assurance chômage qui est repoussée. C'est une bonne chose, c'est pas une bonne chose. Il y a la loi immigration. Fallait la voter, fallait pas la voter. Comment vous vous situez par rapport à ça? La loi assurance chômage, son report. Alors, nous avons réformé l'assurance chômage de par la loi. Là, il s'agit d'un décret qui doit être pris effectivement par le Premier ministre. Notre objectif, lorsqu'on a fait la réforme de l'assurance chômage, était de mieux accompagner les demandeurs d'emploi et effectivement de leur permettre de retrouver le chemin du travail. Et d'ailleurs, les résultats sont là. Puisque nous avons créé 2 millions d'emplois dans notre pays. Nous avons replacé en situation de travail 550 000 demandeurs d'emploi. Nous avons implanté 250 nouvelles usines dans notre pays. Donc, je pense que le résultat de l'emploi est au rendez-vous. La question était ensuite, effectivement, de comment est-ce qu'on accompagne mieux les demandeurs d'emploi, les personnes qui sont le plus éloignées. D'abord, il nous fallait... vous le savez, porter cette réforme autour de France Travail. C'était de mettre en action l'ensemble de ceux qui accompagnent les demandeurs d'emploi, quelle que soit leur action. Et puis, c'était d'améliorer les choses. Je pense, par exemple, aux 15 heures qui sont effectivement en train d'être mises en place et expérimentées pour les bénéficiaires de RSA, là aussi pour leur permettre de retrouver le chemin du travail. Il faut plus mobiliser les chômeurs à retourner au chemin de l'emploi, de se former. C'est ça, c'est la philosophie de cette réforme. Il faut qu'on les accompagne parce que quand vous êtes éloigné de l'emploi,
l'emploi depuis plusieurs mois ou plusieurs années, vous avez besoin d'être accompagné. On a aussi amélioré ce qu'on appelle le complément pour la garde des enfants. Quand vous êtes une maman solo avec 3 enfants, si on ne vous accompagne pas dans la capacité à accueillir vos enfants, retrouver le chemin de l'emploi est compliqué. Et donc, juste pour terminer sur ce décret qui aurait dû être, rapidement, qui aurait dû être pris au 1er juillet et qui venait modifier effectivement les conditions d'éligibilité au chômage. Moi, je crois que ce décret était nécessaire, qu'il aurait dû être pris parce qu'on a besoin aussi, à un moment donné... Alors, vous regrettez qu'il n'ait pas été pris ? Oui, je pense qu'il aurait dû être pris parce qu'on a aussi la question de la rémunération du travail et il faut que les charges sur les salaires dans notre pays diminuent. Vous le savez très bien, ces charges, c'est l'assurance chômage, la santé et les retraites. Et donc, si on veut faire en sorte que le travail paye mieux, il faut qu'on fasse effectivement des efforts. Achille Bizio, pour vous, est-ce qu'il fallait appliquer, pas appliquer ce décret ? Est-ce qu'il fallait le prendre tout de suite ? À l'évidence, pour nous, si nous obtenons la majorité absolue, eh bien, ce décret-là ne sera pas pris pour la simple et bonne raison que le régime de l'UNEDIC aujourd'hui est excédentaire, que les partenaires sociaux ont réussi à redresser la situation et qu'il est de notre responsabilité en tant que parlementaire, en tant que potentiel gouvernement, eh bien, de tendre la main aux partenaires sociaux, de ne pas les écraser, contrairement à ce que fait la Macronie depuis maintenant 7 ans. Ils n'ont plus négocié, ils n'ont pas trouvé d'accord, c'est pour Alors, ça qu'il y a eu ce c'est décret. tout à fait différent. Est-ce que vous voulez rallonger ces périodes de négociation ? C'est tout à fait différent. Ils avaient trouvé un accord et le fait est que cet accord-là n'a pas satisfait le gouvernement. C'est donc différent. C'est ça que il faut dire en réalité qu'il y a deux manières de fonctionner. Il y a la concertation et la négociation. La concertation qui écrase parce que c'est le fait de mettre autour de la table un certain nombre de personnes et ensuite de ne pas tenir compte de leur avis. C'est précisément ce que fait Emmanuel Macron et Lise Magnier depuis 7 ans. Et en parallèle de cela, il y a donc la négociation que nous défendons. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qui consiste à dire... Nous mettons l'ensemble des partenaires sociaux autour de la table, nous les écoutons, nous les entendons, et l'accord qu'ils prennent est celui qui prévaut derrière. Notamment, c'est ce que nous avons soutenu à l'Assemblée nationale avec le partage de la valeur, avec ce texte-là qui permet d'améliorer considérablement la situation dans le cadre des entreprises françaises. Ensuite, Madame Magnier parlait de la situation qui serait embellie, correcte dans notre pays. Il faut être tout à fait franc de ce point de vue-là. Il y a aujourd'hui 330 000 emplois disponibles et 6 millions de personnes sans emploi. Comment fait-on alors justement ? Exactement. Et là, c'est un vrai sujet. Et Madame Magnier parlait justement de France Travail. Et quand nous reprenons les chiffres de la Cour des comptes, il y a aujourd'hui dans notre pays des demandeurs d'emploi qui signent un contrat avec Pôle emploi, qui est devenu France Travail, qui a vocation, ce contrat, eh bien, de retrouver un emploi, précisément. Or, que nous dit la Cour des comptes ? Que dans 76% des cas, le contrat signé entre le demandeur et Pôle emploi ne vise pas la recherche d'un emploi. Qu'est-ce que vous proposez ? Qu'est-ce que nous proposons ? C'est très clair. Eh bien, c'est de réinsérer l'ensemble des demandeurs d'emploi en leur permettant des formations qui soient correctement fléchées, en permettant... C'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. En permettant aux employeurs également d'avoir des candidats qui se présentent à eux qui correspondent aux attentes et aux réalités du terrain. Et de ce point de vue-là, il semble que ça n'a pas été fait depuis 7 ans. Donc c'est très facile de dire que la situation va très bien. Aujourd'hui, les Marnais le constatent. C'est de plus en plus compliqué pour eux au quotidien et il faut rétablir une situation correcte. Et c'est ça qui remonte du terrain parce que vous êtes tous les deux en campagne, donc vous rencontrez. Oui. Les citoyens, qu'est-ce qui remonte ? Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Alors, on parle du chômage. Les gens au chômage, il y en a quand même qui sont toujours sans emploi aujourd'hui. Tout à fait. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Qu'est-ce qui ne leur permet pas d'accéder à un emploi ? Il y a d'abord le manque d'emplois disponibles, ça c'est une évidence, puisque quand vous avez 6 millions de personnes sans emploi et 330 000 emplois disponibles, évidemment, il y a un fossé. Donc ça, c'est la première des choses. Mais après, les personnes sur le terrain... Qu'est-ce que vous proposez ? Je répondrai d'abord à la première question. Très concrètement, les Marnais sont très inquiets du report de l'âge légal de 62 à 64 ans. Et de ce point de vue-là, oui, tout à fait. Le Rassemblement national entend revenir sur la réforme Macron, qui était inutile socialement et injuste économiquement. Pourquoi ? Puisqu'en réalité, quand vous reportez l'âge légal de départ de 2 ans, de 62 ans à 64 ans, vous avez aujourd'hui 2/3 des Français qui sont sans emploi et donc ça augmente du coup la dépense sociale. Et en augmentant la dépense sociale, eh bien, vous avez des personnes qui se retrouvent dans une situation tout à fait compliquée
Et c'est la raison pour laquelle le Rassemblement national souhaite que toute personne qui a commencé à travailler avant 20 ans puisse partir avec 40 annuités à un âge légal de départ à 60 ans. Et c'est très clair et c'est tout à fait raisonnable puisqu'il y a tout un tas de Français, tout un tas de Marnais en particulier pour ce qui nous concerne, qui aujourd'hui n'ont pas de chauffage dans le bureau l'hiver et qui l'été n'ont pas de climatiseur et qui ont le droit de partir à la retraite en bonne santé. Lise Magnier, est-ce que le fait d'avoir augmenté l'âge du départ à la retraite, ça a privé d'emploi des plus jeunes ? Alors, c'est facile d'être dans l'opposition et lorsqu'on est effectivement en situation de faire, on doit prendre des décisions courageuses et cette réforme des retraites, il nous fallait la faire. Il nous fallait la faire pour des questions démographiques, évidemment, puisque nous avons une population qui vieillit et qui vieillit bien et qui passe plus de temps à la retraite qu'avant. Et nous faisons moins d'enfants, donc nous avons moins d'actifs pour financer notre système de retraite. Et donc, il y avait plusieurs choix. On aurait pu baisser les pensions de retraite. Ça, c'était le premier choix. Deuxième choix, on aurait pu augmenter les cotisations retraite sur les actifs, donc obérer leur pouvoir d'achat. Nous avons fait un choix responsable pour que, effectivement, ce système de retraite par répartition, qui est objectivement un très beau système de solidarité intergénérationnelle, puisque ce sont les actifs qui cotisent pour leurs aînés, nous avons fait le choix, effectivement, d'allonger la durée de cotisation des actifs en France. Quel est l'âge légal de départ à la retraite que vous souhaitez, Madame Magnier, s'il vous plaît ? 67 ans, Monsieur Bizot. 67 ans. Oui. Alors, donc pour des personnes qui ont commencé à travailler avant 20 ans, ils devront attendre 67 ans ? Sauf pour les carrières longues, et vous donc le ça savez veut dire très bien, qu'avec le dispositif... Rassemblement national, vous le dites très concrètement ce soir, le dispositif... eh bien, les Marnais partiront, pour ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans avec le Rassemblement national, à 60 ans, et avec vous, ce sera 67 ans. C'est pas ce que je suis en train de dire, Monsieur Bizot, pas du tout. Alors puisque justement, prenez le temps de bien expliquer. Les dispositifs de carrière longue, et vous le savez très bien, donc pour tous ceux qui ont commencé à travailler avant l'âge de 21 ans, parce que la réforme des retraites a permis aussi de cranter un âge supplémentaire, c'est-à-dire d'accompagner ceux qui ont commencé à travailler avant 21 ans, ces dispositifs dits de carrière longue et donc de départ à la retraite plus tôt existent aujourd'hui. Donc, très concrètement, qui sera visé par l'âge légal de 67 ans ? Pardon ? Qui sera visé par l'âge légal de 67 ans si demain vous décidez de le soutenir et de l'adopter ? Et c'est la durée, il faut y ajouter évidemment une durée de cotisation. Vous rajoutez un nombre de trimestres nécessaires. Quels Marnais seront concernés ? Les Marnais qui ont commencé à travailler plus tardivement et qui, effectivement, travailleront un peu plus longtemps pour assurer un niveau de retraite décent à leurs aînés. Parce que c'est bien de faire des grandes promesses. Expliquez comment vous les financez. Mais on le finance très simplement. Alors, expliquez comment vous financez sincèrement votre programme électoral. Vous avez 100 milliards de dépenses. On n'a aucune trace de comment est-ce que vous financez quoi que ce soit. Monsieur Bizot, en dehors des carrières longues, on l'a compris, vous voulez 40 annuités et 60 ans. Les carrières pas longues, ceux qui ont fait des études, à quel âge y partiront ? C'est très bien que vous me posiez la question, c'est un vrai sujet. Pour nous, au regard de l'audit financier que nous ferons dès notre arrivée au pouvoir, eh bien, les Marnais, l'ensemble des Français, eh bien, qui n'ont pas commencé à travailler avant 20 ans, eh bien, eux partiront entre 60 et 62 ans, du point de vue de l'âge légal de départ à la retraite, s'ils ont leurs 42 annuités. Aujourd'hui, c'est 43 annuités avec Emmanuel Macron et Lise Magnier. Demain, ça peut être encore davantage d'après Madame Magnier. C'est clair, le fait est qu'avec le Rassemblement national, ce sera maximum 42 annuités. Donc ça veut dire que les Marnais gagneront 1 an au moins pour partir en retraite. Après, je constate seulement que Madame Magnier n'a visiblement pas lu le rapport du corps qui est l'organisme en charge des retraites et qui précisément disait que le système était viable à l'horizon 2070. Et c'est très marquant de voir qu'il y a une forme... Est-ce que votre projet est financé ? C'est tout à fait finançable, effectivement. Mais aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est qu'il y a des idéologues et il y a des personnes qui regardent la réalité des chiffres. Et c'est précisément la raison pour laquelle, comme nous pouvons le faire, nous le ferons pour améliorer le quotidien des Français et puis permettre du coup à ceux qui sont plus jeunes de pouvoir entrer plus vite sur le marché du travail. Et donc pour M. Bizot, le respect des accords syndicaux est à géométrie variable. Vous citiez l'accord Vous êtes dans la concertation et pas dans la négociation, donc je pense que de ce point de vue-là, ce n'est pas tout à fait correct. Je vais terminer mon propos, merci. L'accord sur le partage de la valeur au sein des entreprises, effectivement, on l'a transcrit à l'Assemblée nationale en respectant l'accord syndical qui a permis d'aboutir sur cet engagement et effectivement partager mieux la valeur au sein de nos entreprises. Mais dites-le,
que les syndicats qui ont la gestion paritaire d'Agir Carco sont allés à 64 ans en responsabilité. Et donc cet parce accord-là... que vous les avez contraints, parce que vous avez créé un cadre normatif en tant que député qui les empêche et qui ne leur permet pas de décider en toute liberté des accords qu'ils décident, puisque l'accord du coup qu'ils signent est un accord qui doit correspondre à un certain nombre d'objectifs qui sont fixés par le gouvernement. Et c'est un gouvernement du coup qui aujourd'hui est celui de Gabriel Attal, mais depuis 2017, vous en avez soutenu tout un tas, et il est effectif que l'ensemble de ces conditions qui sont posées par les gouvernements successifs que vous avez soutenus, eh bien, empêchent les partenaires sociaux de réagir avec toute liberté. Une question que vous n'avez pas abordée, alors que c'est une question qui revient souvent dans les demandes, dans les inquiétudes des gens, la sécurité. Quelle est votre position à l'un à l'autre? Est-ce que vous avez la même position? Monsieur Bizot, vous parlez justement de suppression d'allocations familiales pour les parents de mineurs délinquants. Déjà, est-ce que c'est possible de sanctionner des parents pour les actions de leurs enfants? Alors, il y a deux choses à distinguer. Il y a d'abord la suspension des allocations familiales pour les parents d'enfants délinquants. Pour ce qui est des enfants criminels, là, c'est la suppression. Il faut être tout à fait clair en disant que la part des allocations familiales qui sont supprimées sont celles qui concernent l'enfant en question, de manière à ne pas compliquer la situation des parents pour les autres enfants qui sont à charge. Pénaliser un peu plus ces familles. Il faut être tout à fait clair de ce point de vue-là. Ensuite, cela permettra de responsabiliser l'ensemble des parents et de façon à ce qu'ils soient conscients des réalités aujourd'hui dans notre pays. Il y a d'autres manières pour nous de rétablir la sécurité aussi dans le pays, c'est d'expulser tous les fichiers S étrangers de notre pays. C'est un engagement que nous prenons, c'est quelque chose qui n'a pas été fait, c'est quelque chose qui est fondamental aujourd'hui dans notre pays. Un fichier S n'est pas condamné ? J'ai parlé des fichiers S étrangers et en parallèle de cela, il y a effectivement l'expulsion de tous les délinquants et criminels étrangers. On peut expulser des fichiers S? Sur la base du coup, de la délinquance et de la criminalité qui les concerne. Mais la et donc s'ils sont innocents, s'ils n'ont rien produit... Je parle de ceux qui sont délinquants et criminels et où une décision définitive de justice du coup, les a condamnés. On constate, excusez-moi, qu'aujourd'hui, les prisons françaises sont occupées par 25% de détenus étrangers. Cela permettra de libérer de la place et de correctement ou mieux prendre en charge un certain nombre de délinquants français qui aujourd'hui subissent une surcharge dans l'ensemble des prisons et donc de favoriser derrière, évidemment, la réinsertion puisque c'est un vrai sujet pour éviter la récidive. Les propositions de Lise Magnier sur la sécurité. Oui, peut-être rebondir effectivement sur la question de la suppression des allocations familiales, ce qui voudrait dire qu'une famille qui a 3 ou 4 enfants, parce qu'il y en a un qui commettrait un acte de délinquance se verrait entièrement privé de toutes les allocations familiales. Non, pour la part de l'enfant en question, c'est bien ce que j'ai dit. D'accord, pardon. Proportionnellement. Proportionnellement. Oui. Mais en tout cas, vous privez quand même de fait la famille d'un certain nombre de moyens pour pouvoir accompagner les enfants qui vont bien. Donc, bon, qui vont bien, qui ont ou commis un délit ou qui ont commis un crime. Oui. Proposition, s'il vous plaît, Lise Magnier, qui a un peu de retard sur le temps de parole. Et sur les questions de sécurité, peut-être dire aussi qu'on a... à reconstruire un continuum de sécurité, à recréer, à redonner les moyens à nos forces de l'ordre. Nous avons reconstruit 15 000 postes de policiers et de gendarmes. Nous avons créé 200 nouvelles brigades de gendarmerie et Châlons-en-Champagne est concerné puisque nous accueillons une brigade mobile de gendarmerie dès cet été et qu'on a aussi veillé à redonner des moyens dignes de ce nom, si je peux le dire comme ça, à notre justice. Pourquoi parce que la question de la sécurité, c'est aussi une question de justice et de peine qui soient prononcées dans des délais qui soient entendables, notamment pour les victimes. Et donc, on a vraiment d'abord essayé de redonner des moyens parce que je vous rappelle quand même que pendant 20 ans, on a supprimé des postes et qu'il nous a d'abord fallu commencer par reconstruire. Et ensuite, effectivement, il nous faut continuer. Nous avons proposé, le groupe Horizon à l'Assemblée nationale, de rétablir les peines planchées en cas de récidive. Nous sommes ça, c'est un point commun. Oui, tout à fait. Nous sommes effectivement pour une révision de l'excuse de minorité. Et puis, je crois qu'on a aussi un gros travail à mener sur les valeurs de la République française et sur la formation à la citoyenneté de nos jeunes. Il reste très peu de temps. Juste en quelques secondes.
Enfin, vous avez une Très bien. trentaine de secondes pour faire le point. Je vous remercie. Je suis ravi qu'Horizon du coup, reprenne certaines de nos propositions. C'est très bien. Ensuite, pour tout Pas vous du dire... tout, c'était Nicolas Sarkozy qui l'avait porté. Pour tout vous dire, aujourd'hui, il y a une agression gratuite toutes les 44 secondes. Il y a un cambriolage toutes les 3 minutes. Et il y a un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes. Donc, quand j'entends... la candidate qui est face à moi et qui vient dire dans le journal L'Union qu'il y a aujourd'hui un sentiment d'insécurité dans notre pays, je crois qu'elle se trompe foncièrement. Aujourd'hui, il y a une insécurité. Il y a une insécurité tout à fait qui est réelle. Il faut le reconnaître et il faut arrêter de se voiler la face avec un pseudo-sentiment d'insécurité alors qu'il y a une insécurité réelle. Et c'est écrit noir sur blanc dans Une l'Union. réponse rapide de Lise Magnier, il nous reste très peu de temps. Je ne me voile pas la face. Par contre, moi, je ne nourris pas les peurs de mes concitoyens parce que être un élu de la République, c'est pas uniquement nourrir les peurs de ses concitoyens, c'est pas prôner le tri des Français et c'est pas nourrir les clivages entre nos concitoyens. C'est la fin de ce débat. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour participer donc à ce débat consacré à la 4e circonscription de la Marne. Merci donc à vous. Bonne fin de campagne. Il reste 2 jours pour continuer à convaincre. On se retrouvera bien sûr dimanche soir pour vivre le dénouement de cette campagne des législatives. Les antennes du service public sur France Bleu et sur France 3 Champagne-Ardenne seront mobilisées notamment sur France 3 dès 19h55. Merci beaucoup Nicole pour ce débat. On continue notre grande soirée. On va maintenant s'intéresser aux Ardennes avec la première circonscription, celle qui s'étend de Charleville-Mézières jusqu'à Rethel. Mais d'abord quelques premiers éléments de contexte avec ce reportage de Mélanie Cousin.